France Maghreb 2. Le grand forum pour ce mardi 11 décembre au lendemain de la réponse d'Emmanuel Macron au peuple de France est tombé. Analyse et commentaires, réaction de vous, chers amis auditeurs. On a envie de vous entendre aujourd'hui, plus que jamais, avec nos chroniqueurs aujourd'hui, monsieur Abdeslamitash, Shannan Zawani et Mehdi Chebaiki, pour vous accompagner aussi. Et la question du jour aujourd'hui, après les annonces du président Macron hier soir, les manifestations et blocages doivent-ils s'arrêter? Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. On en reparle et en détail durant cette émission spéciale, au lendemain donc des annonces du président Macron. LGF, le grand forum édition spéciale aujourd'hui au lendemain de cette intervention du président de la République qui est intervenu hier à la télé. Abdeslamitash, bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Donc tu nous livreras tout à l'heure ta réaction avant de t'écouter, cher ami Abdeslam. Toute la vérité, rien que la vérité. Selon toi. Selon moi, et tu lèves la main et tu dis je le jure. Je le jure. Mehdi Chebaiki qui nous rejoindra dans un instant, notre Lyonnais préféré. Bien entendu une intervention qui a été extrêmement suivie, qui a battu un record d'audience. Ça fait même mieux d'ailleurs qu'une finale du Coupe du Monde. Bon alors, faut être tout à fait transparent et dire la vérité. Cette intervention a été diffusée sur quand même pas moins de 6 chaînes, donc forcément voilà, on se doit d'avoir une bonne audience. Or une finale de Coupe du Monde c'est diffusé sur une seule et unique chaîne, voilà, TF1, France 2, M6, BFM TV, CNews, France Info, LCI, voilà, et d'autres encore. En tout cas 21 millions de téléspectateurs auraient regardé donc l'intervention du président de la République hier. Elle était donc attendue, a-t-elle convaincu? Et la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui, après les annonces du président de la République hier soir, est-ce que les blocages, est-ce que les manifestations doivent s'arrêter maintenant? On vous a posé la question sur Facebook, France Maghreb 2. Vous pouvez d'ailleurs continuer de voter, de faire évoluer ce sondage au cours de cette émission. Vous êtes eh bien 73% à penser que non. Il faut que ça se poursuive, selon vous. Sur Twitter, 77% de non. Vous continuez de voter, donc France Maghreb 2 Facebook, Twitter LGF officiel. Et vous nous appelez parce qu'on aimerait bien aussi vous écouter vos arguments. Qu'est-ce qui vous a convaincu ou pas? Est-ce qu'il a été convaincant, le président de la République hier? Est-ce que il a su répondre à une partie des Français, à la majorité? On en parle ensemble, bien sûr. Mais avant toute chose, cher ami Abdeslam, j'ai passé un coup de téléphone à notre Tarek Mami national pour recueillir un petit peu son retour, son commentaire sur cette intervention de Emmanuel Macron. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi j'adore l'actualité des informations quand elles sont renouvelées, comme je l'avais fait dans mon dernier avis tranché, et que chacun puisse dire ce qu'il a à dire au moment où il parle. Parce que les positions définitives, aujourd'hui, ne peuvent pas exister dans l'analyse politique. Le discours du président hier, je reviendrai dans quelques secondes, a eu lieu. Immédiatement, il a été commenté d'une certaine manière par les uns et par les autres. 2 heures après, des sondages ont été publiés, mais les sondages engagent ceux qui les posent comme question. Et par exemple, ça dépend de la question exacte. Et dans les sondages en France, il y a toujours 4 questions. Êtes-vous pour? Êtes-vous plutôt pour? Êtes-vous contre? Ou plutôt êtes-vous plutôt contre? Et surtout, si vous n'avez pas d'avis. Or, depuis le début de ce mouvement social légitime, et je le répète, légitime, sur les demandes principales des personnes dont les salaires ne permettent pas de vivre dignement alors qu'ils travaillent. Il y a des gens qui sont payés en travaillant, mais qui n'ont pas les moyens de louer donc un domicile et qui dorment dans la voiture. Donc cette demande est légitime. Et depuis le début de ce mouvement, les sondages, j'allais dire, sont dans un seul sens, c'est-à-dire un sens qui prend plutôt le parti des Gilets jaunes en confusionnant les résultats des pour et des plutôt pour. Et donc, dans le discours d'hier soir du président, tout de suite après, il y a eu plusieurs sondages, et tous les sondages, je ne peux pas dire qu'ils ont renversé la vague, mais disons qu'ils ont retiré cette majorité de 80% des Français pour la baisser autour de 40, 45, 50, selon le sondage de satisfaits et d'insatisfaits. Sur le fond, les principales revendications initiales du mouvement, c'est-à-dire la suppression ou le retrait de la taxe carbone, de l'augmentation des prix de l'essence, etc., ont été satisfaites la semaine dernière. Entre-temps, les demandes
qui étaient légitimes au départ, ont commencé à s'agrandir et à les toucher des domaines, y compris en politique, le référendum d'initiative populaire, la proportionnelle, le vote blanc qui n'était pas évoqué par les Gilets jaunes et qui a été évoqué par le président. Et dans ces conditions, il est difficile à n'importe quel gouvernement de répondre notamment aux 45 revendications. Et moi, je les ai lus, les 45. Ils parlent de géostratégie, ils parlent de politique extérieure. Et moi, je suis choqué parce que dans les 42 propositions, il n'y a pas le mot Palestine, deux États, paix en Syrie ou ailleurs. Donc, on se demande qui écrit ces revendications derrière. Il y a de la manipulation politique. La meilleure, c'est celle de M. Vauquier, président de LR, qui a soutenu M. Fillon jusqu'au bout. M. Fillon nous avait promis 2 points de plus de TVA pour tout le monde dès son élection. Hier, au Sénat, donc, il y a eu des décisions adaptées qui vont plutôt dans la politique projetée par M. Macron que dans la revendication des Gilets jaunes. Donc, la situation est confuse. Et pour en terminer, moi, je suis, j'allais dire, en tant que citoyen, content que les revendications premières et légitimes, Gilets jaunes, les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se payer un repas une fois par mois avec leur famille, ont été donc satisfaits. Hier, donc, c'est une avancée, parce qu'en fait, quand on connaît le programme de M. Macron, les 100 € étaient promis, chers auditrices, chers auditeurs, pour la fin du quinquennat, avec des petites progressions de 30 € par là, de 20 € par là. Et c'est 100 € pour les gens qui gagnent le SMIC, je ne vais pas dire SMICard, parce que c'est un mot que j'aime pas, pour les personnes qui sont payées au SMIC. Donc, ces 100 €, ils vont les prendre dès 2019, et j'allais dire c'est un brouillage, c'est une augmentation légitime aussi. Et donc, au lieu d'attendre l'année 2021 ou 2022 pour avoir la totalité de 100 €, en fait, ils vont avoir en gros 5 000 € entre donc, le 1er janvier de cette année et la fin du mandat du président actuel. Il reste toujours la question, est-ce que le verre, il est à moitié plein, ou est-ce qu'il est à moitié vide? Et là, c'est là qu'on diverge les uns et les autres. Et pour, en gros, pour faire simple, 50% de la population, le verre est à moitié plein et on va pouvoir avancer. Et pour les 50 autres, peut-être, c'est il est à moitié vide et il faut qu'on continue pour forcer. Moi, je pense que, pour terminer, ce point de vue assez rapide, c'est que l'essentiel que le président de la République, le gouvernement, les institutions qui sont toutes rejetées, tous partis politiques confondus, Sénat, donc on demande la suppression, Assemblée générale, et pris conscience par une action populaire, légitime, encore une fois, du fait de la coupure entre les classes ou la classe dirigeante en France et les classes dites populaires, on disait au 19e siècle, les classes laborieuses, qui, tout en travaillant, ne gagnent pas de quoi vivre dans l'activité. Donc je pense que nous sommes à cette situation et que si la pression sociale doit rester, se continuer au-delà des élections européennes et peut-être jusqu'à la fin du mandat, il faut peut-être maintenant réfléchir comment traduire sur le terrain les revendications légitimes dont l'essentiel a été obtenu, mais pour obtenir plus, toujours plus, comme disait M. François de Closet il y a quelques années, lui qui était économiste et qui considérait que chaque fois qu'il y a une avancée technique, en face, il faudrait mettre une avancée, sociale, sociologique et populaire. Voilà un petit peu mon point de vue. Tarek, petite observation. Excusez-moi, et je termine, cher Christophe, avant votre question éventuelle, et je précise que c'est ma position à l'heure où j'enregistre ou à l'heure où je parle. À 18h ou à 20h, Ouais. je ne peux pas avoir une autre opinion, parce qu'entre-temps, imaginez, et qu'à 19h, je ne veux même pas y penser, une catastrophe frappe le pays. Ouais. Tarek, Bon, petite donc, observation. Je rester sur cette position-là, et je vous écoute, cher Christophe. Oui, petite observation, cher Tarek. Hier soir, effectivement, le président de la République était extrêmement entendu. D'ailleurs, à croire l'audience qu'il a fait avec toutes les chaînes de télé confondues qui l'ont diffusé. On est autour de 21 millions de spectateurs, téléspectateurs, ce qui est bien plus qu'une finale de Coupe du Monde. C'est assez incroyable. Preuve, quand même, qu'il y avait une certaine attente. Aujourd'hui, moi, quand je regarde vraiment de manière assez froide ce discours où il a passé 7 minutes à nous faire la morale sur les violences, sur pas un mot, Tarek, sur les victimes de ces viols, de cette répression ultra répressive dans les rues de Paris et de France. Alors que je peux vous assurer que je connais des urgentistes qui ont été appelés en renfort
Ouais. samedi soir, dimanche parce qu'il y avait énormément de blessés. Pas un mot pour ces gens parce qu'il a mis tout le monde dans le même sac. Les casseurs, effectivement, Alors, qui existent, et les gens qui ont été brutalisés par la police. Oui, cher Christophe, si vous voulez. Alors, 3 remarques en pointe de flèche, en pointe du stylo, comme on dit dans certains métiers. La première, moi, je suis heureux d'une nouvelle dans ce que vous avez annoncé, c'est que sur les 21 millions de téléspectateurs, près de 19 à 20 millions ont regardé sur des chaînes, je ne peux pas dire crédibles, mais sur les chaînes essentielles qui structurent le pays, et que les 4 ou 5 chaînes qui ont pris en otage une mono-actualité, comme je l'appelle maintenant, pendant plusieurs jours, en fait, les gens les regardent, j'allais dire presque pour se dépayser, mais quand il s'agit de quelque chose de sérieux, on se rabat sur TF1, France 2, M6 et peut-être France 1. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième, si vous voulez, effectivement, là, je vous rejoins, le président aurait pu dire un mot sur les victimes de violences, quelles que soient ces victimes, y compris, il aurait pu dire un petit mot sur les élèves de Mantes-la-Jolie. Exact. Son ministre a condamné donc le fait, il aurait pu dire, cette image, je ne veux pas la voir pour mon peuple, pour les jeunes Français. Et il aurait touché à la fois le mot jeune et cette image qui est condamnable, comme je dis toujours. Pour le reste, il aurait fallu qu'il fasse un discours d'une heure, et les gens ne restent pas plus de 15 minutes, vous connaissez la musique, cher Christophe, pour dire, pour les jeunes, c'est ça, pour le retraité, c'est ça, pour le SMIC, c'est ça, on n'est pas en campagne électorale. Je pense qu'il a choisi 2 choses. Un, les 4 ans, sur lequel tout le monde est d'accord, non, mais c'est insuffisant. Et surtout, on a retrouvé, sans le retrouver, le Macron de la campagne électorale, qui dit, j'ai blessé des gens. Mais on est dans une phase de l'histoire où, de toute façon, quel que soit ce que le président va dire, les gens, ils vont dire, c'est pas suffisant, encore plus. Oui, alors juste petite précision, moi j'ai l'impression, Tarek, je sais pas si c'est votre cas aussi, que finalement hier, il n'a pas répondu à la majorité des Français, il a répondu à une certaine classe. Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent la majorité des Français? Parce qu'il a répondu effectivement au SMIC, aux gens qui touchent le SMIC, certes, qui sont à peu près 2 millions. Et voilà, il a répondu sur la CSG. Oui, sur la CSG qui concerne que les retraités qui touchent moins de 2000 euros, d'accord? Oui. Sur les heures supplémentaires... 20 000 euros, la moyenne des salaires, Christophe, aujourd'hui en France, elle est plutôt de 1600. Non, mais on parle des retraités là, des retraités qui touchent moins de 2000 euros. Oui, mais je précise que la moyenne de ceux qui travaillent en France gagne 1700 et ne gagne pas 2000. Ouais. Et pour les heures supplémentaires, en fait, c'est une reprise de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui a l'air d'être la meilleure nouvelle, hein, d'ailleurs. Non, mais ça a été fait et refait. Donc, ça veut dire que dans la classe politique française, la classe politique n'est pas d'accord sur cette chose, puisqu'ils la démettent un peu comme l'ISF. Ouais. Et alors pour l'autre chose, je sais plus de quoi il s'agit. Pour le SMIC, pour une petite précision à apporter qui est très très importante. Effectivement, vous avez parlé d'une somme qui était prévue pour l'ensemble du quinquennat. Vous avez raison. Par contre, quand il dit effectivement que ça nous coûtera 0 centime ou presque à l'employeur, il a raison. Parce qu'en fait, il s'agit de la prime d'activité auquel tous les smicards n'ont pas le droit. D'accord. Oui. Donc il faut être très précis sur le sujet. Je prends juste à mon titre personnel, moi je n'y ai pas le droit par exemple. Voilà. Eh ben vous demanderez à votre directeur de faire le geste de la prime de Noël et vous verrez que vous pourriez éventuellement l'avoir. Alors ça par exemple la prime de Noël effectivement c'est au bon vouloir de l'entreprise. Donc là il contraint personne si vous voulez. Oui. Bon, en tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il en est au travers des réactions de nos auditeurs. On a tous effectivement notre avis personnel qui nous regarde que nous. Cher Christophe, il n'y a pas d'objectivité en politique. C'est comme dans le foot. Et je pense qu'à chaque moment, on précise qu'aujourd'hui, on est le mardi 12 décembre et qu'il est à 16h50 et que cette heure-ci, on pense ça. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans les 10 minutes qui suivent. Et moi, ma plus grande crainte, c'est que certains profitent de cet esprit de confusion que nous vivons tous en France aujourd'hui et commettent l'irréparable, ce qui fait déraper notre société. Et on a quand même besoin de calme, de sérénité, d'aller dire, et de vivre ensemble à la veille des fêtes de Noël, qui concerne tout le monde, qui ne concerne pas que les chrétiens. Toute la France dit la fête de Noël, toute la France dit la fête de fin d'année. J'espère que nous passerons ce cap dans des bonnes conditions. J'allais dire parce que ça repart le 15 janvier. Ça, chacun est libre de mouvement. Inch'Allah, j'ai envie de dire. Merci beaucoup en tout cas Tarek de nous avoir livré votre premier avis. Effectivement, comme vous le dites si bien,
vendredi lorsque vous serez avec nous en studio. Peut-être que les choses auront évolué dans le bon sens. Espérons-le. Merci beaucoup, cher Tarek. Inch'Allah, bon courage. Voilà pour la réaction de Tarek Mami, hein, qui a évidemment son avis tranchant sur ce sujet. Cher Abdeslam, on va élaborer un petit peu toutes les réactions parce qu'il y en a eu quand même depuis hier. On va en reparler. C'était donc face caméra hier soir, le ton grave et solennel que Emmanuel Macron a parlé aux Français. Hier soir, un discours de 13 minutes enregistré au Palais de l'Élysée. Derrière le président en arrière-plan, le drapeau français et le drapeau européen. Le chef de l'État a commencé par dire qu'il comprenait la colère des Gilets jaunes. Il a tout de même aussi condamné fermement les violences de ces derniers jours dans le pays, en passant quasiment 7 minutes à nous faire une belle leçon de morale. Il a reconnu qu'il avait pu blesser ses compatriotes à travers ses propos depuis qu'il est élu. Et puis, le président a fait toute une série d'annonces. Alors, juste avant d'écouter les réactions des Gilets jaunes et des politiques, Abdeslam, et de la tienne aussi, extrait de l'allocution du président de la République qui, je le rappelle, a été vue par 21 millions de téléspectateurs hier soir. Au début de tout cela, il y a une colère. Ce fut d'abord la colère contre une taxe. Et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Je veux renouer avec une idée juste. Que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation, la possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste, la prise en compte du vote blanc. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité, pour qu'elle permette à la fois la justice et l'efficacité du pays. Je veux que soit posée la question de notre quotidien, pour faire face au changement climatique. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde, que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Vous y aurez votre part. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Alors comme ça donne envie, Abdeslam. C'est vrai que c'est un... Voilà. Mais écoute, tout à l'heure tu disais que le ton était grave. Mais, oui, solennel. Oui, mais parce que la situation est grave et le contraire aurait été vraiment pas apprécié. Enfin, je l'imagine mal arriver avec un chewing-gum dans la bouche et les pieds sur la table. Donc, naturellement, il s'adresse aux Français pour délivrer un message parce que la maison brûle. Je vais pas reprendre la phrase de Chirac, la maison brûle pendant que l'on regarde ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, lorsqu'il prend la parole devant les Français, il ne peut qu'avoir cette posture-là. Après, bon, il y a eu plusieurs messages, mais je voulais d'abord, avant tout, répondre à ce que disait Tarek Mami. Oui. Et c'est pas pour éviter la question. Il parlait d'objectivité politique. Lorsque l'on est en politique, on est forcément partisan. Donc l'objectivité n'existe pas. Ensuite,
Alors aujourd'hui, on a une guerre de sondage. Selon vous, Macron a-t-il été convaincant? Oui. Selon vous, faudrait-il? Mais que je sache, ce n'est pas les sondages qui élisent un président. Et on le sait très bien. Et on l'a vu avec Balladur, on l'a vu avec Jospin, et on l'a vu avec d'autres candidats. Donc les sondages sont à prendre avec des pincettes. C'est un instantané à un moment précis, mais il ne faut pas que les sondages fassent la pluie et le beau temps. C'est vrai. Vous avez raison. Voilà. Après, en tout cas, nous on en fait des sondages et la question que l'on pose elle est claire aujourd'hui. Après les annonces de Emmanuel Macron, Abdeslam, oui. Est-ce que les blocages et manifestations doivent s'arrêter? Ben écoute, ça c'est et pour l'heure, la majorité des gens disent non, hein. Bah, c'est à eux de répondre. Ah oui, bah, ils répondent, ils moi, le font. Si tu me poses la question. Je te la pose. Naturellement, je n'ai pas d'objectivité politique. Ouais. J'ai un parti pris. Donc, forcément, je dirais que il faut de l'apaisement. Il faut revenir autour de la table, discuter, aborder les sujets et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, et on a bien vu, la ville de Paris, dans un état, mais qui est triste et déplorable, ouais. Avec des commerçants qui ont perdu en recettes, alors qu'on sait très bien que c'est la période de fin d'année, c'est là où ils font le plus gros chiffre d'affaires, et on se retrouve vraiment dans un état avec des gens qui se font brûler leurs voitures, et voilà, avec ce climat, et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 4 morts, et ça n'est pas rien. Oui. Le nombre de personnes qui ont été déférées devant la justice, et pour la plupart des gens qui n'avaient aucun antécédent judiciaire et qui se sont retrouvés dans cette spirale à un moment. Je ne dis pas qu'ils sont coupables ou innocents, ça n'est pas à moi de juger de leur culpabilité ou de leur innocence. C'est à la justice de le faire. Mais à un moment, se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, écoper d'une peine, pour certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes, le fait d'avoir un casier judiciaire leur empêche d'exercer une activité. Je pense aux fonctionnaires. C'est quand même embêtant, et perdre son travail à cause d'une condamnation, c'est pas un mot, Abdeslam, pas un mot sur ces violences, effectivement, qu'ont reçues ces manifestants pacifiques, parce qu'il faut en parler aussi. Bien sûr. Il y a eu de nombreux blessés, sachez-le. Les médias ne l'ont pas dit, hein. Il y a eu de nombreux blessés à tel point que les urgentistes ont été rappelés en renfort, au même titre d'ailleurs que les avocats, au suite des multitudes d'arrestations et de gardes à vue, qui d'ailleurs sont finis par à peine une centaine de comparutions immédiates hier et encore aujourd'hui, sur à peu près pratiquement 2000 interpellations dans tout le pays samedi. C'est énorme, c'est du jamais vu. Sans oublier ceux et celles, au travers de témoignages qu'on a pu voir, qui ont été empêchés de venir à Paris, Abdeslam. Oui. Empêchés de prendre le train à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, entre autres, accompagnés munis d'un billet de train, et n'ont pas pu monter dans le train parce qu'ils avaient ce gilet jaune. La répression était à son maximum. Quand on y rajoute, et a priori c'est de source sûre, qu'il y avait un liquide extrêmement dangereux et nocif pour les manifestants dans les blindés, heureusement pas utilisés par les gendarmes. Là, on se dit, dans quel pays, dans quelle démocratie on est? Voilà. Alors, on va saluer Mehdi qui est avec nous aussi. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Mehdi, notre Lyonnais préféré. T'as écouté Abdeslam, là, sa première réaction, et j'invite tous les auditrices auditeurs, c'est une édition spéciale aujourd'hui. On a envie de vous écouter vraiment sans langue de bois pour savoir si vous avez été convaincu, si tout ça doit s'arrêter, est-ce que ça doit continuer? Est-ce que le président a fait fausse route ou a-t-il répondu, j'allais dire, aux attentes et aux gilets jaunes? On en parle avec vous. 01 40 33 9000. Mehdi, première réaction. Ma première réaction, en fait, c'est que je trouve que le candidat était très bon. Ouais. C'était un très bon candidat. Le candidat, oui, c'est-à-dire? C'est assez révélateur. Il est pas candidat à l'élection présidentielle? Pas encore. Enfin, peut-être pour 2022. Il s'est pas déclaré officiellement pour 2022. Non, je sais pas, parce que moi, quand j'ai quelqu'un à la télé, une personne qui me dit je veux que les Français gagnent ceci, je veux que les retraités gagnent cela, ça s'appelle des promesses. Il les avait déjà faites en 2020. Donc donc un président, c'était un président en exercice qui est passé à la télé. C'était un président en exercice, mon cher Mehdi. Voilà. Autant pour moi, j'ai pas suivi. Alors autant pour moi, je pensais avoir affaire à un candidat à l'élection. Il est taquin, ce Mehdi. Et moi, quand quelqu'un me dit je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela, pour moi, c'est un candidat, c'est quelqu'un qui me fait des promesses. Oui. Après, sur le fond de son discours, moi, Macron, comment dire, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ce qui me gêne foncièrement avec Macron,
c'est qu'on a là un libéral qui veut faire du libéralisme avec un niveau d'imposition soviétique en France. S'il pouvait être un peu plus cohérent avec lui-même, un peu plus cohérent avec ses opinions économiques, peut-être que rendre du pouvoir d'achat aux Français serait à ce moment-là bien plus compris que ce qu'il fait actuellement. Alors, Abdeslam, ça c'est de l'argument, ça. Ça c'est de l'argument. Tu peux répondre quoi à ça? Alors, Mehdi, bonjour Mehdi. La première chose. Salut. Libéral, pour moi, c'est pas un gros mot. Je pense qu'il y a plusieurs formes de libéralisme. T'as le libéral sauvage qui est antisocial et qui ne respecte pas l'humain, et t'en as un autre qui est un libéral raisonné, qui justement permet de libérer les entreprises, permet de libérer les initiatives pour que chaque entrepreneur puisse justement produire de la richesse et créer un cercle vertueux pour pouvoir recruter du personnel et former ces personnes qui voilà. Moi je suis dans la deuxième position. Non mais tu prêches un converti là. D'accord, j'en suis ravi. Je suis pas du tout pour l'économie planifiée, mais alors absolument pas. Justement, c'est ce que je reproche à Macron, c'est de nous vendre une idée libérale, mais de ne pas la mettre en place. Une idée libérale, elle a été vendue libérale aux Français pour qu'il soit élu, afin de réformer l'État, réformer les finances de l'État notamment. Ok, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qu'il continue à taxer toujours plus, à imposer toujours plus. Je suis désolé, là c'est le contraire du libéralisme que ce monsieur défend. D'accord. Alors, Mehdi, tu seras d'accord avec moi. Alors, du coup, tu vas voir, Christophe, tu vas voir un nombre d'appels, ça va sonner dans tous les sens. Ça y est, c'est parti. Hein. Mais on va accueillir Karim d'ailleurs. Est-ce que tu penses pas, Mehdi, que la France est un pays irréformable à partir du moment où on a un président? Tu le penses pas? Tu pourras développer. À partir du moment où on essaie de passer une mesure qui n'est pas toujours alors bien expliquée, ça on pourra développer tout au long de l'émission, qui n'est pas toujours comprise, qui n'a pas été bien expliquée. Absolument. Je te coupe juste une seconde et je te laisse la parole. Le problème n'est pas l'explication ou le fait d'en expliquer. Le problème c'est une mesure qui va rapporter de l'argent dans les poches des Français ou qui va en enlever. À toi, je te laisse la parole. Oui, mais non, mais forcément. Quelle amabilité entre vous deux, c'est parfait. Ça. Non, mais j'entends. Allez-y, continuez. Je sais pas si ça va être le cas dans une heure, mais. Je suis sensible à la courtoisie républicaine et je te remercie. Mais moi, juste pour revenir, Mehdi, depuis toutes ces années, depuis 40 ans, les erreurs, elles datent depuis 40 ans. On est bien d'accord. Et qu'aujourd'hui, on a un président en place depuis 18 mois qui est catalyseur. C'est parti pour le discours de dédouanage. Mais c'est la réalité. Mais Christophe, il faut l'entendre, ça. Oui. Mais attends. C'est lui ça veut dire qu'il y a 40 ans. Qui a suscité de l'espoir d'Islam lorsqu'il est arrivé au pouvoir? Christophe. A suscité de l'espoir de changement. Tu sais, moi, j'ai été élu dans les quartiers. D'ailleurs, je suis encore élu. Les tours d'immeubles, les bars, c'est pas Macron qui les a construits. Non mais ça, d'accord. Donc quand je dis qu'il y a des erreurs de choix politiques qui ont été faites il y a 40 ans, c'est un fait. Bon. Lorsque tu es demandeur de logement, que tu te retrouves en Seine-Saint-Denis, c'est un choix politique qui a été réalisé il y a 40 ans de cela. Abdeslam, tu permets qu'on accueille Karim, qui nous appelle du Havre. Salut Karim. Salut Christophe, salam alaikum à tous les auditeurs et aux chroniqueurs qui sont avec toi. Karim, est-ce que le président a été convaincant, Karim? Qui a été convaincant? Est-ce qu'il t'a convaincu, Karim? Moi, personnellement, non. Pourquoi il t'a pas convaincu, Karim? Parce que moi, je t'explique, Christophe. Moi, je travaille pour les personnes PMR, personnes à mobilité réduite. Oui. Et moi, en salaire, je me fais que 610 € par mois. Ah oui, en effet, c'est pas beaucoup. Comment tu fais pour vivre, Karim? Comment je fais? Obligé de faire un autre boulot derrière, travailler la nuit et tout ça, quoi. Ouais. Donc en fait, tu considères, je n'ai pas envie de faire entorse à ce que tu vas dire, mais qu'il n'a pas répondu à une certaine frange de la population dont tu fais partie. Voilà, c'est ça. Et en même temps, en l'occurrence, les plus pauvres, vous avez été oubliés hier. Faut le dire quand même. Tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui galèrent, il y a rien eu pour eux. Bah non, pour eux, il n'y a rien eu. Je ne sais pas. C'est point d'interrogation. Et tout à l'heure, tu parlais des jeunes, des gens, des blessés, tout ça. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Oui, absolument. Et je vous confirme, je vous confirme cette info, des urgentistes ont été appelés en renfort. Voilà. Tout à fait. Et moi, il y a un truc qui m'a dégoûté. Vas-y, rapide avant la pub, Karim. Qu'est-ce qui t'a dégoûté? Avant la pub, rapide. C'est la petite dame, Rahma, puis à son âme,
qui est décédé à Marseille. Absolument. Il a reçu une grenade lacrymogène en plein visage. Oui. En fermant ses volets. Exact. Et moi, qu'est-ce qui m'a dégoûté, c'est les journalistes, c'est-à-dire TF1, France 2, toutes les chaînes... qui n'en ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Ils n'en ont pas parlé. Oui. Comme ce handicapé sur un fauteuil roulant qui a été maltraité par des CRS, on l'a mis par terre, le siège abîmé, voilà. C'est ça, certains de CRS qu'il faut dénoncer, certains comportements. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Mais personne ne le fait. Par contre, là, il y a silence et bouche cousue. Hein, personne. Macron n'a pas eu un mot là-dessus pour ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est cette dame-là qui a rien demandé à personne. 80 ans, vous avez volé la pauvre. Ouais. Et qui meurt, qui décède à l'hôpital suite à une opération. Ouais. Et la jeune fille qui a perdu son œil. Son œil, absolument. 21 ans, je crois. Enfin, 23 ans. 20 ans, Christophe. 20 ans. Vous vous rendez compte? 20 ans. Super. Et qui décède de ses blessures. Ouais. Merci, Karim. Je suis désolé, on doit y aller, Karim. Rappelle-nous tout à l'heure si tu le veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, appelez-nous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Édition spéciale sur France Maghreb 2 du grand forum avec Mehdi Chebaiki, avec Abdeslamita sur au lendemain du discours extrêmement attendu du président Emmanuel Macron, et j'invite tous les chroniqueurs qui nous écoutent et qui participent à cette émission de manière régulière à nous appeler pour nous donner leur avis, bien sûr, ainsi que les auditrices et auditeurs. La voix du peuple s'exprime sur France Maghreb 2. Vous nous appelez 01 40 33 9000. Messieurs, on accueille un copain à vous. Nasser Lajili est avec nous. Salut Nasser. Salut Christophe, salut Abdeslam, bonjour, salut Hichem. Mehdi, pas Hichem, Mehdi. Mehdi, excuse-moi, je crois que c'était Hichem. D'accord, désolé. Hichem, si tu veux. Mehdi. Alors Bon, Mehdi, comment va oui, est-ce que, mon cher Nasser, le président a été convaincant hier? Pour moi, pas du tout. Donc Ouais. moi, je t'avoue que je l'ai pas écouté en direct. J'ai attendu après parce que j'attendais rien d'extraordinaire dans son discours. Moi, ce qui m'a déçu dans son discours, c'est surtout qu'il n'y a pas eu un mot, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, les violences qu'il y a eu pendant ces manifestations. J'y ai participé ces 3 samedis. Donc, on a constaté qu'il y a eu une amélioration des violences de la police, aussi qui est en face, de la provocation. Il y a eu des jets de gaz lacrymogène toutes les minutes. On en avait plein la gueule. Donc sans qu'il y ait bien évidemment des agressions en face. Donc voilà, il y a eu beaucoup de provocations. On a eu énormément de personnes âgées et des personnes à mobilité réduite qui participaient à ces manifestations, qui ont été aussi victimes d'agressions face aux autorités. Après, bien évidemment, il y a des casseurs, comme dans toutes les manifestations, il y en a toujours eu. Et parfois, on se posait même la question s'ils faisaient semblant de laisser ces casseurs de participer à tout casser pour faire en sorte de montrer une mauvaise image de ça tombe bien que tu dises ça, Nasser, parce que là je viens d'apprendre dans une information très importante qui précise que à propos des gilets jaunes et lycéens, 22 enquêtes ouvertes par la police des polices pour des supposées agressions policières. Donc il y a 22 enquêtes aujourd'hui en cours d'ouverte. Voilà. Il y a une enquête aussi concernant la vidéo de Mantes-la-Jolie aussi. Oui, absolument. Ouais. Après, ce qui est surprenant, Christophe, faut pas. On le voit tous sur les réseaux sociaux. On a pu voir toutes les bavures qu'il y a pu y avoir ces derniers temps avec les manifestations. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, une personne qui était à mobilité réduite, comment ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié. Vous avez la vidéo d'ailleurs sur la page de Christophe Le Grand Forum, allez la voir, c'est juste choquant. Voilà, des personnes âgées. Moi, j'ai vu des grands-mères qui étaient là et qui en avaient marre. S'ils venaient manifester, c'était pas pour regarder les casseurs, c'est parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Parce qu'ils sont victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Après, effectivement, on peut pas mettre sur le dos de toute cette politique, tout cet échec aujourd'hui à Emmanuel Macron. Non, malheureusement, c'est tombé sur lui. Et je pense que c'est un ras-le-bol général, et je pense que la population a attendu ce moment-là, peut-être, parce que ils attendaient peut-être énormément auprès d'Emmanuel Macron, parce que c'était une nouvelle personnalité qu'on avait vue, qui est sortie de nulle part. Un jeune et dynamique, donc il avait, on va dire, le modèle du premier de la classe entre guillemets, et je pense que beaucoup de Français tu voudrais le dernier de la lui. classe, on a bien compris.
Bon. Et malheureusement, Nasser, est-ce que je peux te répondre, si tu me permets? Oui, bien sûr. Et je te redonne la parole volontiers. Il n'y a aucun problème. Merci. Tu disais tout à l'heure qu'il n'en avait pas parlé de toutes ces violences. Eh ben, il a commencé par ça. Non, mais non, attends. Il a commencé par parler des violences qu'a subi la police. Auprès de la police. Oui. Je peux te lire. Oui, bah dis-nous. Nous avons entendu. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Donc il entend bien qu'il y a une colère sincère et les grands perdants, enfin les grands perdants de cet instant, de ces samedis-là, ce sont les personnes qui sont venues pacifiquement pour manifester et le droit de manifester dans la Constitution. Je le remets pas du tout en cause et bien au contraire, je le défends même. Mais ce que je veux juste dire, ces personnes-là sont les grands perdants parce que ils se sont fait gazer, ils ont pris des coups alors qu'ils n'avaient pas à en prendre. Ils n'étaient pas. C'est ces personnes-là qui sont perdants ou c'est les policiers chargés de maintenir l'ordre et de faire respecter, d'assurer la sécurité aux manifestants? Perdants, ce sont les gens qui sont venus pacifiquement et qui ont pris des coups. Bah oui, mais par qui ils ont pris des coups? Mais oui, mais on sait pas. Par la police républicaine qui est aux ordres de l'État. Voilà. Non mais pour mettre les responsabilités à leur place, c'est tout. La police républicaine. Moi je suis pas là pour prendre parti, mais au bout d'un moment, il y a des choses quand même qu'il faut dire. Non mais Christophe, juste pour dire que il en a parlé et c'est la première chose dont il a parlé. Je vais pas te lire tout le discours. Non mais il en a parlé à Abdeslam dans un sens unique. Voilà. Non mais alors moi par contre j'aimerais aussi répondre peut-être par rapport à ce qui a été dit. Moi personnellement je l'ai pas vu entendre, je l'ai pas entendu d'ailleurs. Je t'enverrai le discours. Un mot sur les décès qu'il y a pu avoir pendant ces manifestations. Non il y en a pas eu. Non bien sûr. Ah oui non mais ça. Un mot. Je suis d'accord. Une dame de 80 ans qui était par sa fenêtre et qui a reçu un coup de, je veux dire une bombe de lacrymogène. Oui. Enfin, un mot là-dessus. Et ça aurait été apprécié. Rien à voir avec ces manifestations. Nasser, ça aurait été extrêmement apprécié. Les manifestants qui ont fait ça. Ça aurait été extrêmement apprécié, je pense, que s'il avait eu un mot, effectivement. Tiens, en prenant cet exemple de cette dame de 80 ans, voilà où on en arrive, c'est triste, et on va charger de faire la lumière sur cette affaire. S'il avait dit ça, s'il avait dit un petit mot aussi sur les images horribles, humiliantes des enfants de Mantes-la-Jolie à genoux. Tout à fait. Il aurait dit un petit mot là-dessus. Je peux vous assurer que ce discours aurait pris une autre tournure. Il y a une enquête, Christophe. Oui, d'accord, mais il en a pas parlé. Il aurait dû en parler, mais ça, j'en conviens. On ne doit pas attendre la fin de l'enquête pour en parler. Bah, bien sûr. Je suis d'accord. Pas un mot sur les chômeurs, pas un mot. Sur les chômeurs qui sont les premières victimes de tout ce qui se passe. C'est les premières lésés. Exactement, c'est les premières victimes. Je l'ai toujours dit. Moi, je regrette aujourd'hui, et après, c'est mon point de vue. Je remercie le comité Adama Traoré qui a décidé de s'intégrer à cette manifestation avec les Gilets jaunes, parce que je considère que les premières victimes de tout ce qui se passe, de toutes les revendications qu'on entend depuis le début, sont dans les quartiers populaires. Quand on sait que dans les quartiers populaires, on a 20% de chômage, c'est nos jeunes qui sont dans la merde aujourd'hui. C'est pas voilà. Après, effectivement, il y en a partout dans toute la France, mais les premières victimes sont nos jeunes. Il y a beaucoup de victimes dans la ruralité. Ils sont discriminés aussi, parce qu'ils sont pas forcément à l'image qu'on souhaiterait avoir dans leur entreprise. Donc voilà, moi, toute cette misère qu'on peut voir quotidiennement me révolte. Un mot sur les lycéens aujourd'hui qui sont en grève. Mardi noir aujourd'hui. Plus de 150 hier qui étaient en mouvement de grève, qui avaient des blocus. Donc pas eu un mot là-dessus. Et voilà. Et je pense que ça énerve énormément la population française. Nasser Lajili, dernière question. Est-ce qu'au vu de ce qui a été annoncé hier, Nasser, sera là ma dernière question, est-ce qu'il faut continuer, selon toi, les blocages, les manifestations? Ou alors on s'arrête et on discute? Sans aucune hésitation, qu'il faut continuer les blocages. C'est mon point de vue, je l'assume et je pense que... Et je voudrais répondre à ce qui a été dit à Abdeslam, parce que je comprends que tu dises que c'est dramatique ce qui s'est passé à Paris, etc. Ça l'est. Faut-il... Non, mais bien sûr, ce qui s'est passé dans tout ce qui tous les cassages qu'il peut y avoir. Oui, dramatique. Juste, je termine. Oui, mais juste sur ce point-là, c'est dramatique ce qui s'est passé. Non, bien sûr, c'est dramatique. Et bien évidemment, c'est dramatique. Tu sais, John Kennedy, il avait sorti une phrase qui était excellente et il a raison. Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible, ils rendront une révolution violente et inévitable. Oui. Et ça, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, le 17 novembre, quand les Gilets jaunes sont venus sur Paris, ils étaient venus pacifiquement. Il avait aussi dit, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays aussi. Non, mais moi, le truc qui me révolte le plus, c'est qu'on a attendu qu'il y ait eu du casse pour que les choses évoluent. C'est triste à dire. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui. C'est le constat.
Selon toi, c'est pas la mobilisation qui a fait plier Macron, mais c'est la casse. Non, c'est les deux. C'est que tout simplement, il y avait un nombre énorme de manifestants, et malheureusement, il y a aussi des casses. Et ça, je vais te dire, les gens commencent à se radicaliser quand on les prend pour des cons et qu'on les laisse pas. Alors moi, c'est un mot que je déteste. On fait semblant de ne pas les entendre. Le mot radicaliser, c'est un mot que je déteste. Et c'est un constat que je fais. Bon, Nasser, merci beaucoup. On a vu qu'il y a beaucoup de colère encore qui est en toi. Après, voilà. Ouais. À très vite. À très vite. Merci mon Nasser. Salut Nasser. Nasser Lajili, notre Nasser à nous, bien sûr, qui était dans la rue, effectivement, et qui a couvert pour nous ces manifestations en prenant quelques risques. D'ailleurs, vous avez vu les vidéos sur la page Christophe Le Grand Forum. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, Mehdi? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé chez toi. Non, tout va bien. C'est moi qui suis tombé de ma chaise. Ah bon? Quand je relis les déclarations de Macron. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Alors, j'ai cru que c'était en écoutant Nasser. Qu'est-ce qui te choque dans ces déclarations, Mehdi? Allez, dis-nous tout. Allez, avant d'aller sur les déclarations, il y a juste une chose. Quand on dit que c'est la mobilisation qui aurait permis ce faux changement, enfin ce changement de communication, parce qu'il ne s'agit que de communication dans ce qui s'est passé hier soir. Selon moi, s'il n'y avait pas eu la chienlit sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, Paris, il n'y aurait jamais eu cet exercice de communication qu'il y a eu hier soir. Parce que c'est pas en bloquant des ronds-points à Saint-Flour ou à Saint-Malo que le président... Non mais c'est la vérité. Faut dire la vérité. C'est ce qui s'est passé. C'est la casse qu'il y a eu. C'est les images terribles de la France auprès de l'international. C'est ça qui a fait changer. Mais dis, tu ne fais pas l'apologie de la casse, rassure-moi. Mais non, mais arrête de dire ça. Rassure-moi. Alors attends, une chose. Alors Abdeslam, si je peux me permettre. Oui. Et ça c'est un leitmotiv que j'ai. Je ne fais l'apologie de rien du tout. J'essaie d'être le plus pragmatique possible dans mon analyse. C'est un grand mot. Dans ma manière de voir les choses. Non, ton analyse. Mais lorsque l'on se dit républicain, lorsque l'on se dit descendant de 1789. Si ça, c'est pas faire l'apologie de la casse, mais alors la casse à un autre niveau qu'est le nôtre. Là, c'est la casse d'un pays qui est suivi par la terreur. Donc en cédant et en s'ouvrant au dialogue, et tu parlais de communication, mais elle est suivie de faits, enfin de décisions qui sont certainement actées. Toi, tu parles de communication. Moi, je peux dire que derrière, il y a des décisions qui ont été prises. Laquelle? Donc, selon toi, le fait de prôner le dialogue, demander à se rassembler autour d'une table, de faire des propositions d'amélioration du cadre de vie des Français, pour toi, c'est faire l'apologie de la casse. En fait, ils auraient cédé. Mais attends, j'essaie de comprendre. Non, mais là, t'es en train c'est une question. T'es intoxiqué par les BFM et compagnie. C'est une question. BFM. Non, mais tu ne peux pas transformer les propos de Mehdi. Je te laisse. Non, c'est une question. Non. Mais là, non. Quand même. Je me permettrai pas. J'ai pas dit que c'est faire l'apologie de la casse, pas du tout. Je dis simplement que ce qui a fait bouger les choses, c'est la casse. Oui. Et ça, c'est un constat que je fais. Abdeslam, là-dessus, est-ce que tu es d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord. Mais comment tu peux ne pas être d'accord? Alors, je te prends un exemple. Si effectivement, ces 3 samedis, il y avait eu des manifestations dans Paris ou ailleurs, dans les grandes villes de France, pacifiques, sans aucune casse, que l'on espère tous. D'accord? Oui. On est tous d'accord. Est-ce que le gouvernement, est-ce que Macron aurait réagi? Alors, la réponse est non, Abdeslam, tu le sais bien. De par l'histoire, il y a eu le CIP à l'époque de Balladur. J'y étais. Oui, qui a été retiré, et je pense qu'il n'y avait pas de violence. Rappelle-moi. Si, il y a eu de la casse. Et c'était à cause de la casse ou grâce à la casse. Je peux pas dire grâce à la casse. C'est à cause de la casse que. Mais à l'époque de Balladur, on est d'accord. Oui, c'est à l'époque de Balladur. Oui, on peut parler aussi de Villepin qui a reculé aussi. Du coup, j'étais lycéen à l'époque. Pour le coup, j'étais, on va dire, au cœur de l'action. Et alors, question casse, mais je me rappelle d'images qu'on a vues sur les Champs-Élysées aujourd'hui. Sauf que ça se passait pas à l'époque aux Champs-Élysées. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se passait pas aux Champs-Élysées. Dans les mêmes proportions. Oui, clairement, oui. Alors là, je suis témoin oculaire et là, je te l'assure, oui. Mais Abdeslam, malheureusement, c'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et encore une fois, quand on dit ça, on ne fait pas l'apologie de quoi que ce soit, on fait un constat. Je vais juste dire une chose rapidement. Oui, avant qu'on accueille une Mourad. C'est simplement, s'il y avait eu des petites manifestations sympathiques avec quelques blocages de ronds-points, je te donne tout de suite là en live le discours du président. La rue ne commande pas et nous irons jusqu'au bout de nos programmes pour lesquels nous avons été élus. Voilà. Ça n'est pas la rue qui gouverne, c'était Raffarin à l'époque déjà. Oui, absolument. Bon, on est bien d'accord. Oui, donc ne rapportez pas des propos d'un autre Premier ministre à un président de la République. Je ne les mets pas sur le dos, là je fais de la politique. Non, mais parce que tu présumes qu'il aurait dit ça.
Il ne l'a pas dit. Tout à fait, c'est mon rôle de citoyen de présumer que dans telle situation, il aurait fait ceci. Tu n'es pas son ventriloque. Je suis pas son ventriloque. À ce moment-là, je vais être pragmatique, je reviens au pragmatisme. Oui. Il y a eu 3 semaines de casse à Paris, les choses ont changé. Ça, c'est pragmatique. Oui. C'est constat. C'est ta lecture. Morad. Bonjour Morad. Bonjour. Morad, il nous appelle d'où Morad? De Tunis. De Tunis, c'est ça? Voisin de Blanc-Ménil. Bon, Morad, est-ce que le président Macron t'a convaincu hier? Oui et non, parce que moi perso, je m'en fous un peu, parce que je me sens pas trop concerné. Je suis pas gilet jaune, je suis pas tout ça, tu vois. Ouais. Mais il y a un truc qui me rend ouf, moi en fait déjà, c'est par rapport aux gens qui appellent en disant ouais, fallait qu'ils parlent des gens qui se sont fait tabasser par les keufs, non. Le mec, même s'il le sait, même s'il l'a vu, jamais il ira dire que la police, ils ont fait des bavures. Parce que demain, il y a une manifestation, t'es sûr que déjà, la police, elle sera plus là. Déjà, quoi qu'il arrive, ça c'est mort. Et deuxièmement, par rapport à ce qu'il a dit, ouais, il donne le SMIC, 200 balles, 100 balles pour les smicards. Attends, faut qu'on explique là-dessus, hein, parce que c'est pas tout à fait ça, mais bon, oui, vas-y. Ouais, non, c'est pour les smicards, il donne 100 balles, ouais, un truc comme ça. Bref, leur donne de la thune. Descend les taxes d'habitation. Il les laisse, ça. Et qu'est-ce qu'il avait dit aussi d'autre en plus les heures supplémentaires défiscalisées. Voilà. Les retraités, la CSG ne sera pas augmentée pour ceux qui gagnent moins de 2000 €. C'est ça. Exactement. Et les gens, ils sont pas contents. Et moi, je comprends pas. En fait, ils veulent faire quoi, en fait? Ils veulent quoi? Ils veulent... Je sais pas, ça me rappelle la Tunisie, en fait. Et ils veulent peut-être 5 000 € par mois. Tout le monde voulait un SMIC à 900 €. Ouais. Ils vont le plus loin, l'argent. À un moment donné, il faut mettre les pieds sur terre et regarder la vérité. Le pays va mal. Si on commence à donner de l'argent à distribuer, à faire le Père Noël, c'est mort que d'ici 10 ans. Oui, Mehdi. Oui, vas-y, Morad. Écoute, Mehdi. Moi, ce discours, je veux bien l'entendre. Simplement, il faut pas que d'un autre côté, Macron et l'exécutif fassent des cadeaux importants aux grandes fortunes et aux grandes entreprises. Moi, je veux bien qu'on dise on va serrer la vis, mais qu'on la serre pour tout le monde. Ou alors, si on ouvre les vannes, qu'on les ouvre pour tout le monde. Oui. Ouais, Morad. Je parle par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'ils laissent les grosses entreprises s'installer sans les taxer de ouf? Par exemple, le GAFA, par exemple, ce cadeau. Ouais. Non, mais le GAFA, apparemment, c'est une affaire en cours, ça, déjà. Oui, apparemment, comme tu dis. Oui. Ouais. Mais après, moi, je suis bien, moi, je pense que, moi, je suis pas Macron, hein, j'ai jamais voté, à part. Mais t'as le droit, hein, c'est pas interdit, hein. C'est pas une tare, Non. Non, mais c'est pour ça, moi, je suis pas gilet jaune parce que j'ai jamais voté, donc je ferme ma gueule à partir de là. Mais après, il y a un moment où il faut dire quoi, parce que tous ceux qui manifestent dans les rues, pas sûr qu'ils aient voté, hein, non plus, hein. Oui. Il y a beaucoup d'abstentionnistes, d'autant plus que c'est le premier parti de France. Et il y a aussi pas mal d'identitaires. Oui, aussi, mais il n'y a pas que. Oui, mais il y en a aussi. Oui. Justement, merci Morad. Merci beaucoup en tout cas Morad. Moi, si je peux juste répondre à Morad. Oui, réponds Morad. Concernant, et il a raison sur un point. C'est que l'argent public, c'est ton argent, Christophe. C'est mon argent, c'est notre argent. Oui. C'est l'argent de tous. Donc forcément, lorsque l'on prend quelque part, lorsque l'on donne quelque part, on prend ailleurs. Ça, c'est un fait. D'accord. Ensuite, moi, je te rejoins, Mehdi. En effet, moi, je suis pas pour l'égalité. Je suis pour l'équité, pour donner plus à ceux qui ont moins. La phrase n'est pas de moi, mais qu'il faille permettre aux personnes les plus en difficulté d'entendre leurs difficultés et de les aider, et que les gens puissent contribuer et participer à la société à mesure de leurs moyens. Donc, oui, en effet, et l'État, c'est nous, Mehdi, ça t'en conviendra. Et que cet argent public, c'est le nôtre. Nasser, Mehdi ? Ah, mais clairement, non, mais alors clairement, moi, faut que je précise les choses, hein. On va dire que je suis pas vraiment de gauche, hein, mais alors même pas du tout. Au niveau économique, c'est pas une tare non plus. Je suis pas à gauche. C'est-à-dire que pour moi, l'État devrait même se recentrer sur ses fonctions régaliennes. Pour moi, l'État n'est pas là pour venir me donner 20 ou 30 euros de charité dans la poche afin que je puisse réinvestir ça dans l'économie et dans la consommation nationale. L'État, il est pas fait pour donner de l'argent à ses citoyens. L'État, il est fait, selon ma vision des choses, pour créer un environnement favorable au développement économique. Ça passe par la sécurité, ça passe par la santé, ça passe par quelques fonctions dites régaliennes ou importantes, afin de pouvoir créer un environnement favorable à l'investissement, un environnement favorable à l'arrivée de nouvelles entreprises, un développement des emplois et un bien-être entre guillemets collectif. Là-dessus, on est tout à fait d'accord.
Simplement, moi, ce qui me gêne encore une fois avec Monsieur Macron, c'est son incohérence. Lorsque l'on prétend vouloir réformer la France, il faut que cette réforme, eh bien, elle soit pour tout le monde. Oui. Elle soit pour les plus petits et pour les plus grands. La théorie du ruissellement, je veux bien l'entendre. Non, mais la théorie du ruissellement. Il s'est rattrapé sur le ruissellement, il est parti sur l'accordé. Mais c'est une erreur de communication, le ruissellement. Non, c'est pas une erreur de communication. Faut arrêter de dire que c'est une erreur de communication. On dédouane finalement sa responsabilité. Non, mais c'est une connerie monumentale. On est d'accord. Non, c'est pas une connerie, c'est une théorie économique qui peut s'entendre dans un certain environnement économique qui n'est pas l'environnement français. Alors, parler de théorie du ruissellement, moi je veux bien dire que voilà, le fait qu'il y ait des riches qui gagnent beaucoup d'argent, leur argent va forcément redescendre dans l'économie française. Oui, maintenant dans une économie ouverte aux 80, une économie hyper mondialisée, eh ben justement pas forcément. Donc la théorie du ruissellement en elle-même, c'est pas une erreur en soi. C'est simplement que dans notre environnement actuel, c'est compliqué. Compliqué, oui. On a été coupé apparemment avec Mehdi. Bon, Nasser est avec nous. Bonjour Nasser. Bonjour. Bonjour Nasser. On t'écoute Nasser. Oui, c'était pour donner un peu mon avis sur tout ça. Oui, Mehdi, bouge pas. En fait, je sais pas qu'est-ce que les gens attendaient de Macron du coup. Ouais. J'ai pas vraiment écouté, honnêtement. J'ai juste entendu grosso modo les brides qu'il a lâchées. Ouais. Bon, de toute façon, pour moi, je vous avais appelé une fois pour vous dire que j'ai pour le fait que je doutais de ce mouvement. Pour moi, il n'était pas crédible et qu'il était manipulé. Moi, j'en reste convaincu que c'est toujours pareil, c'est toujours une grosse manipulation d'État. Parce qu'en fait, j'avais été sur Internet il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais vu une image sur un quotidien qui s'appelle The Economist, c'est un quotidien anglais, qui a été, c'était la une, il faisait la une de Macron, c'était en novembre 2016, et il s'avère que dans cette couverture, on y voit des manifestants habillés en jaune, et sur un fond on voit taxe, enfin on voit même une station essence. Bon après moi je sais pas, moi personnellement je pense que tout ça c'est de la grosse manipulation. Vous savez aussi bien que moi qu'on est plus souverain dans ce pays, que c'est l'Europe qui décide, c'est pas Macron. Et puis qu'il faut se faire une idée qu'on a perdu notre souveraineté et puis que pour aller la chercher, je sais pas comment il faudra faire. Merci Nasser pour votre avis en tout cas. Dans un instant, messieurs, on va continuer d'écouter d'abord les réactions des Gilets jaunes à l'issue de ce discours d'hier du président de la République et les réactions politiques parce que c'est intéressant à décortiquer. C'est des réactions politiques. Et puis on écoutera aussi ton avis tranché, cher Abdeslam. C'est le titre J'accuse. J'accuse, oui. De Zola. Tu t'es transformé en Zola. Mais dis, t'es là, Toujours. Bon, très bien, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour le LGF sur France Maghreb 2 avec Abdeslam Itache et Mehdi Chebaiki dans cette édition spéciale. Réaction au lendemain de ce discours prononcé par le président de la République Emmanuel Macron hier soir devant la nation avec 21 millions de téléspectateurs quand même. Un discours qui a été retransmis sur pas moins de au moins 6 chaînes de télé. Si on y ajoute des chaînes historiques plus des chaînes d'infos en continu, voilà, on a au moins ce nombre. Cher Mehdi. Oui. Est-ce que tu peux être attentif là un instant pour écouter l'avis tranché de notre ami Abdeslam Itache? Avec plaisir et délectation. Waouh, quelle classe. Eh oui, il s'appelle Mehdi Chebaiki, c'est notre Lyonnais. Et vous toutes et vous tous aussi, vous pouvez écouter, réagir bien sûr à cet avis tranché. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre de cet avis tranché, cher Abdeslam Itache, j'accuse. J'accuse, oui. J'accuse. J'accuse les gouvernements successifs qui, depuis 40 ans, nous ont incités à rouler diesel. J'accuse encore les gouvernements successifs, depuis 40 ans, qui ont installé et maintenu la TICPE de 60% sur le carburant raffiné et de 20% sur le produit raffiné. Et sur la taxe, la TICPE, on taxe la taxe, mais où va-t-on ? J'accuse le courant de droite, dans la majorité, qui donne l'image d'un président des riches, en ne se préoccupant pas toujours des difficultés des personnes privées du minimum vital. J'accuse François Hollande, qui appelait les personnes dans le besoin les sans-dents,
et qui aujourd'hui s'émeut de la situation de ces mêmes personnes une fois vêties de gilets jaunes. J'accuse le silence des Verts, tantôt pour la transition écologique, tantôt pour le gilet jaune. J'accuse Emmanuel Macron de ne pas avoir fait preuve de souplesse dès le début et à manquer de pédagogie. J'accuse les partis d'opposition qui jouent la surenchère et qui font la danse du ventre devant les gilets jaunes dans un unique but qui est d'en tirer un profit politique. J'accuse les casseurs qui se sont mêlés à des personnes venues juste manifester pacifiquement leur désarroi. J'accuse Emmanuel Macron de balancer les petites phrases ici et là, traverser la rue pour trouver du travail, et j'en passe. J'accuse les leaders d'opinion qui poussent les manifestants à se rendre à un lieu que celui prévu par la préfecture, voire envahir l'Élysée. J'accuse les profanateurs de l'Arc de Triomphe qui ont détruit le visage d'une Marianne, symbole de la République, et qui s'exhibent visage démasqué, montrant leur prise de guerre, telle que faisaient les pilleurs barbares lors d'invasions passées. J'accuse l'opposition. Si, vous savez de qui je veux parler. Mais si, la personne est sacrée. Oui, il est la République. On ne le touche pas. Oui, vous voyez de qui je veux vous parler. Ce revanchard qui n'a pas digéré de finir 4e à l'élection présidentielle et qui voudrait refaire le match. J'accuse l'autre opposition. Vous savez bien, la fille à papa. Papa, lui, qui s'amusait avec des jeux de mots honteux, du rafour crématoire et j'en passe. Elle-même qui voudrait satisfaire la vision des amis de papa, ceux qui veulent voir ou revoir Auschwitz, et qui soufflent sur les braises de l'identité, comme s'il y avait un lien entre les migrants et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. J'accuse ces milices organisatrices de faux barrages qui s'octroient le pouvoir de police et qui vous interdisent de circuler librement, où le faciès est parfois un motif de passage ou non. J'accuse les politiques à la manœuvre qui veulent faire porter l'entière responsabilité au Premier ministre, qui devrait servir de fusible pour ouvrir une guerre de succession tant attendue. J'accuse encore ce leader autoproclamé, pas si apolitique que ça, de souffler le chaud et le froid pour se positionner aux prochaines échéances électorales et qui ne se rend pas aux réunions avec les ministres. Pour reprendre le verdict de l'affaire du sang contaminé, tous responsables mais pas coupables. Merci Abdeslam. Petite réaction, Mehdi. Mehdi. Je partage à 95% tout ce qu'a dit Abdeslam. Le 5%, c'est quoi? Ah ben on va y venir. Alors justement, 5% que tu ne partages pas avec Abdeslam, c'est quoi? Je veux savoir, Mehdi. Alors c'est par exemple dans l'avis tranché qu'il vient de nous dire, il y avait un passage sur le lien que faisait Madame Le Pen entre l'immigration et le pouvoir d'achat. Oui. Très bien. Alors maintenant, je vais citer une partie du verbatim du président. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Malaise face au changement de notre société, à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières, de la distance. Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde pour que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Eh ben, c'est exactement ce que vient de dire Abdeslam. Justement, comment le président a-t-il pu faire un lien entre l'immigration et le pouvoir d'achat des Français? À quel gilet jaune s'est-il adressé? C'est ça la question que je pose. Abdeslam. J'ai bien entendu. S'il a dit ça, je condamne ces propos-là. Et s'il a dit ça, c'est aussi peut-être dans une certaine manœuvre politique pour récupérer certaines personnes qui se seraient justement extrême droitisées. Et qui serait bien qu'ils reviennent à la raison et qui quittent ce mouvement idéologique ou cette pensée idéologique. Alors on va, si vous le voulez bien. Pardon Abdeslam, oui, une dernière chose. Oui, je t'en prie. Pardon Abdeslam, mais alors moi la seule fois où j'ai entendu parler d'islam depuis un mois, c'était par excusez-moi le terme, une frappadingue sur CNews qui nous parlait d'infiltration des frères musulmans. Voilà, les frères musulmans. Voilà. Et le seul qui a reparlé d'islam. Donc dernièrement, c'est notre cher, enfin d'islam, quand il parle de laïcité et quand il dit que la laïcité est bousculée et qu'il y a des modes de vie qui nous interrogent, on sait très bien de qui il parle. Et le seul qui en reparle, alors personne ne lui a posé la question, personne n'a abordé ce sujet dans les manifestations, à part quelques zigotos sur certains ronds-points de province. Mais personne n'en a parlé. Et voilà le président qui nous remet cela au devant de la scène. Pourquoi? Si ce n'est pour une fois de plus se servir de nous comme de marchepieds électoraux. Alors, les zigotos sur les ronds-points n'ont pas tous été bienveillants, et ça, tu en conviendras. Et il y a eu des dérapages racistes, et ça, c'est un fait. Et tu le sais, Mehdi.
Ben, c'est ce que je dis. Oui, donc on dit bien la même chose. Bon, alors moi ce que je dis, c'est que le président, justement, nous parle de ce genre de choses, nous vient parler de l'islam, alors que au niveau des gilets jaunes mainstream, on va les appeler comme ça, personne n'en a parlé. Pourquoi est-ce que le président vient nous parler de laïcité? Est-ce que ça a été une revendication des gilets jaunes? Est-ce qu'on a été défilé devant la mosquée de Paris pour dire bouh les musulmans? Non, absolument pas. Tu connais ma position. Pourquoi le président en parle? Alors Abdeslam Mehdi, si vous permettez, avant d'accueillir les auditrices et auditeurs qui nous appellent, 01 40 33 9000, beaucoup de questions, beaucoup de réactions, au lendemain de ce discours du président de la République. Vous pouvez continuer de voter à cette question. D'ailleurs, Mehdi, je t'ai pas posé la question qu'on pose aux auditeurs aujourd'hui. Est-ce que après les annonces d'Emmanuel Macron, le mouvement doit se poursuivre, les blocages doivent se poursuivre ou au contraire s'arrêter? Mehdi, selon toi, est-ce qu'on laisse place au dialogue ou alors on continue d'en demander toujours plus? Selon moi, les cartes. J'ai une minute ou pas? Oui, vas-y. Très bien. On a un système. Soit on le renverse, soit on joue avec ses règles. Les gilets jaunes ne sont pas assez nombreux pour renverser le système. Je leur conseille de jouer avec ses règles et de rentrer en politique. Je conseille la même chose d'ailleurs aux Français de confession musulmane qui se plaignent un peu des mêmes choses, qui se plaignent qu'on ne les écoute pas, qui se plaignent de ne pas être entendus et qui ne se déplacent pas. Pour beaucoup d'entre eux, pour une trop grosse partie, disons. Donc toi, on arrête et on discute. Chez les gilets jaunes, c'est pareil. On arrête et on discute. C'est leur mouvement. S'ils veulent continuer, ils continuent, mais ils n'obtiendront vraiment pas grand-chose de plus que la déclaration d'intention auquel ils ont eu droit hier soir. Très bien. Alors, les réactions. Il y en a eu beaucoup depuis hier soir. Sachez que le président a annoncé aussi qu'il rencontrerait les maires de communes, région par région, pour bâtir, dit-il, le socle d'un nouveau contrat pour la nation. Emmanuel Macron, qui est donc sorti de son silence, qu'en pense, en tout cas. Alors peut-être avant d'écouter, Abdeslam, toi t'es élu local, oui. C'est une bonne chose qu'il aille rencontrer les maires. Ces mêmes maires qu'il a boudé un petit peu lors du dernier rassemblement des maires là. C'est toujours bien qu'il aille voir les maires qui sont les élus les plus appréciés des concitoyens parce qu'ils sont au plus près. Et quand je dis au plus près, je parle de proximité. Parfois, ils sont dans des tours d'ivoire et ils ne sont pas sensibles à la détresse de leurs administrés. Ils sont au bord du burn-out, si on en croit. Oui, bien sûr. Un maire sur deux ne se représentera pas en 2020. Ils n'en peuvent plus. Oui, ça laisse pas mal de perspectives pour nous. Ouais. Mais non, bien sûr qu'aujourd'hui, le rôle de maire est très compliqué, mais les gens votent massivement aux élections municipales, contrairement aux européennes ou aux régionales, des élections qui ne leur parlent pas du tout. Oui, le premier édile de la ville est quand même quelqu'un d'identifié qui reçoit les administrés dans certaines permanences, en tout cas pour ceux qui bossent bien, et bien sûr qui sont le catalyseur et le thermomètre, comme moi je l'ai été dans les quartiers, parce que j'avais été adjoint en charge des quartiers, et quand on sentait de la tension, j'étais le premier à le percevoir. Moi j'ai déjà été attrapé par le col dans le quartier où on m'a fait pas mal de remontrances. Mais oui, les maires sont les gens les plus en phase et les plus connectés aux administrés. Et ensuite, le problème qui se posait, on se demandait s'il fallait lutter contre le cumul des mandats. Oui, naturellement, il faut voter contre. Il fallait appliquer le non-cumul. Cela étant dit, avoir des députés qui sont déconnectés de la réalité parce que justement, ils n'ont pas d'ancrage local, pose problème. Réellement. Alors, réaction, il y en a eu beaucoup, je vous le disais, les gilets jaunes. Tiens, ils étaient une cinquantaine par exemple réunis comme tous les soirs sur un rond-point à Senlis, dans le département de l'Oise que vous connaissez, à écouter le chef de l'État comme beaucoup. Et ils sont plutôt déçus, à l'image de Rachel qui veut poursuivre le mouvement. Elle l'a confié à nos confrères d'RFI. Écoutez. Pas encore ce qu'on veut. Moi je veux qu'ils baissent tout, qu'ils baissent les logements parce qu'on en a marre de payer des loyers, on s'en sort pas, on est au SMIC, voilà quoi, on s'en sort pas. Moi j'ai un enfant, je suis en train de me séparer, c'est pas possible, je m'en sors pas quoi. Il augmente le SMIC mais derrière ils vont nous le taxer, on va les repayer sur nos impôts, ça va servir à quoi? Baissez-nous l'électricité, c'est 100 et quelques euros de facture tous les mois, c'est 650 euros de loyer, c'est les mutuelles, tout ce qu'on paye quoi. Tout ce qu'on paye, on est obligé, donc en plus voilà. Et je travaille pour l'éducation nationale. Ça fait une semaine que je dors là, donc voilà, je vais quand même travailler et on va continuer. Et pour nous, on sera là à Noël, on sera là au Nouvel An et on lâchera rien. Voilà, ça c'est clair et net. Jusqu'à ce qu'on ait Après, on est tous là, on est tous dans la même, excusez-moi, galère.
Mais au final, chacun est un peu, dans des situations différentes. Moi, je sais que ma situation, c'est parce que je suis maman célibataire, d'autres c'est parce qu'ils sont retraités et que, donc, une fois qu'on aura tout ce qu'on veut, que ce soit les retraités, que ce soit nous, les parents seuls, tout, là oui, on pliera les bails, on pliera le camp. Voilà, et on partira chez nous. Oui, sauf que, je sais pas, j'ai trouvé ce discours un peu vide dans le sens où on sait pas vraiment ce qu'ils veulent là pour le coup, non? Je sais pas si vous avez compris, Mehdi Abdeslam. Si, moi j'ai compris ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut dormir sur un rond-point. Ouais, voilà, au moins jusqu'à voilà, obtenir tout ce qu'elle demande. Moi, j'aimerais bien aussi. Bah oui, tout le monde aimerait bien ça. Moi, j'ai bien un début de piste sur le logement, en tout cas sur la partie logement. Sur le logement social, nous sommes tous d'accord sur ce constat que les bailleurs sociaux se gavent allègrement, qui ont remboursé de loin les immeubles 3 ou 4 fois. On prend l'exemple de nos parents, de mon père et donc de vos pères aussi, qui ont payé 3-4 fois l'appartement. Oui. D'accord. Il y a un moment où il faut que le bailleur social réduise et qu'il revienne à l'habitation à loyer modéré. L'HLM, ce n'est ni plus ni moins que ça, en tout cas en théorie. Il faut absolument que ça devienne ça en pratique. Ensuite, moi, j'ai juste un problème avec le logement privé. Lorsqu'une personne, alors là, c'est peut-être le libéral qui parle, et vous m'en pardonnerez, mais lorsqu'une personne investit, achète un appartement, qui le met en location, il met bien dans le parc locatif des appartements supplémentaires qui permettent justement de juguler une demande de logement. Cette personne-là, souvent, fait un prêt. Derrière ça, elle met un loyer à hauteur du crédit, plus, il y intègre les impôts fonciers. Ce que je veux dire, c'est que ça serait utopique de demander à des bailleurs privés de réduire le prix de leur loyer, sachant que derrière, ils ont un crédit et rien que déjà, sans parler de la partie où ils souffrent, parce que parfois ils se retrouvent avec des gens qui ne payent plus le loyer et ils se retrouvent à payer leur logement plus l'appartement qui était en location et qui du coup les met en déséquilibre. On va pas en parler. Mais ce que je veux juste dire, aujourd'hui, lorsque moi je faisais mes permanences, je recevais les administrés à 90 ou 95%, c'était pour des demandes de logement. Et quand on leur posait une question, et on pourrait faire un sondage, Christophe, un sondage LGF, demandant aux personnes, combien de personnes, si demain il y avait un prêt d'accession sociale, combien de personnes souhaiteraient être propriétaires de leur appartement ou de leur maison. Je peux te dire une chose, on sera pas loin des 95%. Les gens souhaiteraient un jour accéder à la propriété. Et l'idée, c'est de leur permettre justement d'y accéder au prix d'un loyer. Et qu'au bout de 15, 20 ou 25, allez, on va aller même plus loin, 30 ans, qui puissent être propriétaires. C'est quoi un prêt d'accession C'est un prêt à très faible taux avec... ouais, mais alors là, il va falloir aller convaincre les imams comme quoi les crédits avec taux d'intérêt, c'est halal, hein. Écoute, moi je suis pas théologien, je parle économie, et aujourd'hui on a un système économique qui est ce qu'il est. Je vais pas commencer à discuter l'intérêt licite ou illicite. Je vais pas entrer dans ce débat-là. Ce que je veux juste dire, c'est de permettre aux gens d'avoir un prêt d'accession sociale. Pourquoi pas un très gros prêt à taux zéro? Pourquoi pas? Ça permettrait en plus de relancer le bâtiment et permettre de construire. Et au bout d'un moment, et on le voit bien, les personnes âgées, les personnes à la retraite qui ont le minimum retraite et qui n'ont pas pu accéder à la propriété se retrouvent à donner l'intégralité de leur retraite à leur bailleur social. Et on les retrouve dans les marchés le vendredi à midi à ramasser les tomates par terre, à couper la moitié abîmée pour récupérer l'autre moitié. Et c'est un scandale. Une société qui ne prend pas soin de ses anciens, c'est une société qui a perdu toute valeur. Mehdi. Pardon. Ouais, alors concernant le logement en règle générale, comment dire? Actuellement, on peut pas dire que le prix de l'argent, le prix de l'argent actuellement soit élevé. Donc, prêt à taux zéro ou pas prêt à taux zéro, il y a des taux qui tournent, qui oscillent aux alentours de 1,7, 1,8. Même 1. Il me semble. Oui, en taux fixe, hein. Même 1. Oui, un taux fixe, voilà. Ouais. Donc, je veux dire, je pense pas que ce soit ça l'argument, le taux zéro actuellement, à une époque où les taux étaient élevés. Je vais t'y répondre. Voilà, d'accord. Ça pouvait déclencher quelque chose. Je vais t'y répondre. Mais sur le logement, le problème, c'est l'assiette foncière.
c'est un serpent qui se mord la queue. Pour les grandes villes, Paris, vous connaissez très bien, pour la région parisienne, il n'y a plus de terrain. Il n'y a plus de terrain à vendre, sauf à détruire l'existant. Pour Lyon, pour Marseille, on est à peu près dans ce cas de figure, à des moindres mesures, mais c'est à peu près la même logique. Le problème, c'est qu'il y a des communes qui ont des assiettes foncières. Simplement, ces communes qui ont des assiettes foncières sont généralement des communes avec une moyenne, un niveau de vie assez élevé, avec des prix de l'immobilier assez élevés. Et lorsque vous êtes habitant de cette commune, vous n'avez pas envie de voir votre prix immobilier baisser, ce qui est normal. Vous avez investi, je sais pas moi, 500, 600 000 euros, vous n'avez pas envie que votre maison en vale 400 000 demain. Donc vous n'êtes pas pour qu'il y ait une implantation de nombreuses constructions de logements. Et le maire, forcément, ne va pas délivrer des permis de construire, ne va pas permettre de transformer des assiettes agricoles, par exemple, des terres agricoles en terres constructibles. Voilà, exactement. Et donc, tant que vous aurez cette demande d'un côté par les propriétaires de garder des prix élevés pour garantir leur investissement, et de l'autre côté, des locataires qui veulent des prix plus bas pour pouvoir accéder au logement, il y aura un problème. Et ça peut se faire qu'avec une décision politique, de dire on libère de l'assiette foncière. Voilà, faire une loi importante. Alors, Mehdi, si tu permets. Alors, les maires sont plutôt friands de faire venir des nouveaux habitants parce qu'en fait, en augmentant le nombre d'habitants, ça augmente leurs indemnités. Voilà, ça c'était un point et ça c'est un fait. Moi, ce que je veux juste dire, et tu as raison, mais je pense que pendant longtemps, on s'est trompé de combat et on a souvent mis en comparaison la ruralité aux grands ensembles. L'idée, est-ce que la solution ne serait pas là que de permettre justement aux personnes d'accéder à la propriété, d'acheter dans des villages avec des acquisitions moindres et justement permettre à ce village de prendre de l'envergure et pourquoi pas s'y installer, produire de la richesse. S'il n'y a pas de boulangerie, ouvrir une boulangerie. En travaillant où? Mais en travaillant dans le village ou dans la ville, produire justement qu'on puisse avoir des commerçants qui en ville. Non, une personne qui habite en ville, qui a donc certainement son travail sur la ville ou sur la proche banlieue, devrait, pour pouvoir acheter, aller s'exiler à 30, 40 ou 50 kilomètres. C'est aussi un problème de transport. Tu sais, Mehdi, moi j'ai des amis qui ont fait le choix d'acheter à Lille. Écoute, ils prennent 45 minutes en TGV. Ils prennent moins de temps que moi lorsque je vais au travail. Moi, je change juste d'un département, je prends 1h30. Eux, ils prennent 45 minutes. C'est à peine le temps de lire un journal. Bon, alors si vous permettez, parce que le temps qui passe vite. Parisien et vivre à Lille. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui. Pourquoi pas? Why not? Faut avoir envie. Je peux l'entendre, mais alors, mais simplement, faut juste dire une chose. Combien coûte l'abonnement de TGV? Faut développer le transport. Parisien est-ce qu'on parle? Ceux qui ont du mal à se loger à Paris sont pas ceux qui peuvent se payer un abonnement de 600 ou 700 euros mensuels pour faire les allers-retours entre Paris et Lille. Quand on peut payer ses mensualités. Quand on est cheminot, par exemple. Ah, ça c'est un autre sujet. Ah, ça c'est un acquis social. Voilà, absolument. Messieurs, non, pardon. Social, absolument pas. C'est comme une voiture d'entreprise. Moi, j'échange tout de suite ma carte de cheminot contre n'importe quel véhicule d'entreprise. Il y a des centaines de milliers de véhicules d'entreprise en France, de direction ou d'estafettes, avec des cartes d'essence et des cartes de péage. Moi, j'ai une voiture desservie, j'ai pas de voiture de fonction. J'ai pas de remisage à domicile. Je rends ma carte en échange d'une voiture. Il y a aucun souci. Bon, messieurs. Mais j'ai ni l'un ni l'autre. Alors, on s'écarte pas du sujet parce que là, on est dans les réactions. Il y en a eu beaucoup depuis hier. On a écouté donc cette jeune femme. Autre témoignage d'un gilet jaune, Benjamin Cauchy, que vous connaissez, à Toulouse. Il a réagi. Comment a-t-il trouvé le discours de Macron? Qu'en est-il de la réindexation des retraites? Il n'en parle pas. Qu'en est-il des pensions d'invalidité? Qu'en est-il de l'allocation adulte handicapé? Et puis on parle de la revalorisation du SMIC. Qu'en est-il pour tous les autres salaires? Donc clairement, on est plus sur un réajustement budgétaire que sur un véritable changement de cap politique. Donc ça ne correspond pas à ce que les Français veulent. Ça c'est Benjamin Cauchy, donc au propos recueillis chez BFM TV. Autre réaction aussi des différents partis politiques. Elles sont intéressantes. En France, Mélenchon a été le premier responsable politique à réagir à l'allocution du président de la République hier soir. Pour le chef de file de la France insoumise, les mesures d'Emmanuel Macron ne sont qu'une distribution de monnaie. Écoutez la réaction de Mélenchon. Une partie considérable de la population n'est concernée par aucune des mesures annoncées par le président de la République. D'abord, les chômeurs, les salariés à temps partiel et parmi eux, le 80% qui sont des femmes qui, de surcroît, sont moins payées que les hommes à travail égal. Les retraités, dont la désindexation des retraites est maintenue. Les fonctionnaires ne sont pas pris en compte et la jeunesse scolarisée non plus.
toutes les mesures qu'il a annoncées seront payées par les contribuables et les assurés sociaux. Aucune par les grandes fortunes ni les profits. L'exonération des heures supplémentaires sera payée soit par la Sécu, soit par l'État. L'augmentation du SMIC, dont il nous est dit qu'il ne coûtera pas un euro de plus aux employeurs, sera donc payée forcément par l'impôt. Mélenchon, hier soir, messieurs. Moi, je voudrais bien agir sur les... Oui. Cauchy, il soulève des choses qui sont réelles. Et justement, l'idée de se retrouver autour d'une table, de parler de tous ces sujets-là, est une réelle nécessité. Ensuite, sur les propos de Mélenchon, il découvre aujourd'hui la différence de traitement salarial entre un homme et une femme. Mais je dois lui rappeler qu'il a 40 ans de carrière politique et qu'il ne s'offusquait pas de ça, tout ça quand il a été conseiller de François Mitterrand ou quand il était sénateur. Donc aujourd'hui, on découvre au bout de 18 mois la disparité salariale entre les hommes et les femmes. Ça n'a jamais existé à l'époque. À l'époque de Mitterrand, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé à l'époque de Jospin. Je parle des gouvernances socialistes puisque à l'époque il était socialiste. Ça ne lui a jamais posé problème. Et voilà. Et aujourd'hui, il découvre la disparité salariale entre les hommes et les femmes. Mélenchon. Fidèle à lui-même, hein, Mélenchon. Bon, après, il est très bon il est très bon à la tribune. Il est très bon à la tribune. Mais j'aimerais le voir aux affaires parce que lorsqu'il ne s'agit plus de faire des grandes tirades et lorsqu'il s'agit d'agir, je ne sais pas s'il aurait autant de gouaille. Ouais. Vous en voulez d'autres? J'en ai d'autres. Tiens, Olivier Besancenot, vous connaissez? Du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Pour entendre ça, autrement dit le discours d'Emmanuel Macron, il aurait fait mieux de se taire, c'est ce que dit Olivier Besancenot. C'est trop peu, c'est trop tard, et c'est trop d'entourloupe. Et c'est pour ça que la mobilisation va continuer d'une manière ou d'une autre. Ce sera aux Gilets jaunes de décider de la façon dont ça va continuer, mais je crois qu'au-delà des Gilets jaunes, il y a un mouvement de toute façon qui est né, et qui est pas dupe. Alors j'ai vu, il a forcé le trait, hein, il a pris sur lui pour vraiment dire qu'il aimait bien la population, qu'il avait vexé, utilisé des formules, il n'aurait pas dû. Et puis il continue. J'ai passé les derniers jours à expliquer que ça faisait 10 jours qu'on n'entendait pas, que c'était quand même un comble, mais on préférait quand il se taisait. Pour Besancenot, voilà, on préférait quand il se taisait. Tiens, Benoît Hamon, le fondateur du Génération, ancien candidat à la présidentielle. Certes, la lutte paye, mais c'est encore trop peu selon Benoît Hamon hier soir. Écoutez. Entendu le président de la République. Il y a du Sarkozy quand il nous ressort l'idée d'un débat sur l'immigration et l'identité nationale et la défiscalisation des heures supplémentaires. Je rappelle que la conséquence directe de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est moins d'emplois et ça aura un impact direct sur le chômage puisque si vous encouragez les gens à travailler plus sur le travail qu'ils ont, de facto on crée moins d'emplois. Donc on voit des choses qui, en matière de nouveau monde, vous me pardonnerez, mais on repassera parce que c'est pas très nouveau. Mais surtout, c'est cela qui m'a frappé. On attend quand même du président de la République une vraie redistribution des richesses. Notre pays est riche, il est pas pauvre. Il est riche, le problème c'est que la richesse elle est concentrée dans quelques mains. On nous expliquait que plus les riches seraient riches, plus le pays se porterait mieux. On constate que non. Et cela, une nouvelle fois, passe entre les gouttes. Pas de remise en cause de l'ISF, pas de mise à contribution des entreprises polluantes qui sont les principales responsables des émissions de gaz à effet de serre, pas de mise à contribution des banques ni de leurs actionnaires. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on en arrive encore à ce que les plus riches soient épargnés quand le président de la République considère que à 2001 € de retraite, vous pouvez payer une augmentation de la CSG. Donc on est assez riche quand on a 2001 € de retraite mensuelle pour payer une augmentation de la CSG, mais à 1 million d'euros de revenus, on peut être en tout cas tranquille, en restant discret, le président de la République ne nous demandera rien de plus. Ça c'est pour Benoît Hamon, vous allez pouvoir agir, hein, bien sûr, dans un instant. Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot reconnaît un changement de ton, mais pas un changement de fond. Le président n'a dressé aucune perspective pour une transition écologique et sociale, rien sur le climat, rien sur la mobilité, rien sur le logement, rien sur l'agriculture. On va parler aussi des déclarations à droite, parce qu'il y en a eu, elles sont un peu plus sympathiques à l'image et peut-être à l'exception, du RN. Alors je vais vous faire écouter une réaction de, je crois que c'est un candidat RN en Ile-de-France, elle est pas mal. Dans un instant, on continue et on termine cette édition spéciale avec vous, chers amis auditeurs. Abdestamitash, Mehdi Chebaïki, ils sont là pour commenter l'intervention du président Macron hier soir.
LGF, le grand forum avec Mehdi Chebaiki, avec Abdeslam Itache. On a écouté donc les différentes réactions, messieurs, des leaders de la gauche ou de ce qu'il en reste, de Mélenchon en passant par Yannick Jadot, Benoît Hamon. À droite, maintenant, Éric Ciotti, tiens, député Les Républicains. Les Français veulent moins d'impôts, moins de dépenses publiques, moins d'immigration et plus de démocratie. Rien dans son discours ne démontre que Macron s'engagera dans cette voie. Lui qui avait positionné sa voix pour Fillon, qui promettait une augmentation de 2 points supplémentaires de la TVA. Voilà. Je constate juste, hein, c'est tout. Je fais juste un petit constat. Alors, tiens, Valérie Boyer, députée Les Républicains. Elle est plus tendre, elle, avec Emmanuel Macron. Écoutez. Moi, je trouve que le président de la République a fait des bons constats. Mais il s'est arrêté au milieu de la route. Parce que d'abord, il ne finance aucune de ces mesures. En tout cas, il ne dit pas comment il va faire. Je note qu'il n'y a rien sur la baisse de la dépense publique. Et comment peut-il financer ces mesures sans annoncer qu'il va baisser la dépense publique? Il n'y a rien sur la pression fiscale. Comment peut-il relancer l'économie alors que la pression fiscale est la plus forte d'Europe? Et il n'y a rien, par exemple, sur la désindexation des pensions retraite. Et il n'y a rien sur la famille. Voilà pour Valérie Boyer. À l'extrême droite, pour finir, pour le Rassemblement National de Marine Le Pen, la réaction de Baron de Saint-Just. Alors là, elle est sans voix, sans commentaire, écoutez. Moi, j'ai d'abord été frappé que des personnes comme M. Macron, qu'on a porté au pinacle, eh bien, ce sont les gilets jaunes qui lui ont rabattu son caquet. Au bout de 18 mois de présidence, il vient nous voir en disant « j'ai compris ». Pouvoir entendre ça, c'est déjà assez extraordinaire. Alors, est-ce que M. Macron a été touché par la grâce? On va voir si ça continue. Personnellement, si j'étais gilet jaune, je continuerais à maintenir la pression. Parce que j'aurais trop peur que tous ces grands personnages qui disent en décembre 2018 « Ah, on a compris », essaient encore une fois de nous gruger. Il va falloir les marquer à la culotte. Voilà. Valérie Saint-Just donc pour ses réactions. Il était en mode revanche Algérie française là, hein, clairement. Hein. J'osais pas le dire. Oui, j'osais pas le dire. C'est ce qu'il y a derrière le discours. Lorsqu'il dit des grands hommes nous ont déjà fait le coup de je vous ai compris, c'est clairement ça. C'est étonnant quand même qu'en 2018, il y a encore des gens qui est la dent dure contre De Gaulle par rapport à cet événement. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Abdeslam Itache, Mehdi Chebaiki, messieurs, franchement, le président de la République hier soir, avec ces 4 mesures principales qu'il a proposées, est-ce que vous pensez qu'il a parlé à la majorité des Français? Est-ce que vous pensez qu'il s'est adressé aux gilets jaunes? Est-ce que vous pensez que ce discours va réussir à atténuer cette tension palpable dans notre pays? Franchement, messieurs. Abdeslam. Oui, alors c'est à moi de répondre. Écoute, ça sera l'appréciation des gilets jaunes. En tout cas, il s'est adressé à tous les Français. Non mais toi, d'après toi, est-ce qu'il a fait le service minimum ou est-ce qu'il a été à la hauteur de ce que l'on attendait? Écoute, il a fait le job. Il a pris la parole, il a annoncé des mesures qui ne sont pas des moindres, à mon sens. Peut-il faire plus, peut-il faire moins? Il demeure que c'est de l'argent public, ça n'est pas son argent, et que ces décisions nous engagent. Et lorsque l'on décide comme ça subitement de faire une augmentation de salaire, alors moi personnellement, en matière d'économie, je pense que il ne s'agit pas d'un problème de salaire, mais un problème de pouvoir d'achat, et que forcément, et c'est mécanique, lorsque l'on augmente les salaires, forcément, en matière de compétitivité, on est moins bon. Parce que le produit, lorsqu'il sort de la chaîne, il est beaucoup plus cher. Bon. Mehdi, le mot de la fin, pour toi, et par rapport à cette question, cher Mehdi, est-ce que pour toi, Emmanuel Macron s'est adressé à l'ensemble des Français? Est-ce qu'il a répondu aux attentes des Gilets jaunes? Est-ce que cette déclaration, hier soir, va réussir à atténuer les tensions palpables, comme je le disais, dans ce pays? Ce qu'on espère tous, évidemment. Déjà politiquement, j'espère tout de même qu'il ne s'est pas adressé à l'ensemble des Français. Là, je parle vraiment en pur cynique politique. J'espère tout de même que son intervention n'était pas des grandes orientations économiques pour la France, parce que sinon c'est très faible, mais simplement calmer une partie de son futur électorat, parce qu'il n'y a pas que lui qui va demander à être élu, il y a également tout un tas d'élus locaux, oui. Calmer une partie des électeurs afin de pouvoir mieux taper sur les radicaux, créer une scission au sein du mouvement qui a déjà eu lieu, soit dit en passant,
et faire en sorte que les indécis, les tièdes, se rallient au président en disant bon bah allez c'est bon, on a tout cassé, regarde il a quand même donné 100 € sur le SMIC, alors que c'est pas vrai du tout, mais il y a des gens qui vont pouvoir. On n'a pas eu le temps d'expliquer d'ailleurs, c'est entourloupe, mais bon voilà. Oui c'est une entourloupe comptable, je vous donne. En fait grosso pour faire simple, l'apogée des 100 € aurait dû être donné peu avant l'élection présidentielle, ça aurait dû être donné la dernière année du mandat, si je dis pas de bêtises. Là et il aurait pu dire bah regardez sous mon quinquennat pardon, le SMIC a augmenté 200 €, et là il pourra pas le dire, mais bon sinon non il a certainement pas calmé les choses. Bon, d'accord. Eh bien réponse, j'ai envie de dire, parce que l'acte 5 a été lancé messieurs, l'acte 5 à Paris, lancé samedi, manifestation maintenue quelques minutes après le discours d'Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux on voyait apparaître cet événement et on voyait des participants. Donc on va voir un petit peu quelle va en être la teneur et comment ça va être suivi. Réponse samedi, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que comme le dit si bien Tarek Mami, on peut avoir des propos aujourd'hui, là, maintenant à 18h02, et demain avoir d'autres propos parce que la situation évolue, change. Oui. Voilà. Juste une dernière chose, si je peux me permettre, après je n'interviens plus, c'est qu'il y a quand même certains des politiques français qui se donnent une belle image devant les médias et qui par derrière envoient leurs gens de terrain, leurs couleurs d'affiches avec des gilets jaunes pour justement gonfler les rangs des manifestants et être devant les caméras et créer des slogans. C'est aussi une réalité. Suivez mon regard, j'en vois deux là, comme ça, deux. Voilà. Ouais. Merci Abdeslamitash, en tout cas d'être venu, mon cher Mehdi. On te retrouve jeudi, toi. Allez, j'espère, Inch'Allah. Et demain, on sera avec Faiza Ben Mohamed et Razik Metish. Et peut-être Nadir Kaya, je ne sais pas. Rendez-vous demain, en tout cas, entre 16h et 18h. Merci de votre fidélité, de votre écoute. Bonne soirée. À l'écoute de France Maghreb 2. Dans un instant, ne bougez pas, la suite des programmes avec notre ami Medjahed. Juste après le rappel de l'actualité de ce mardi soir, le flash présenté par Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Édouard Philippe, devant les députés, le Premier ministre a détaillé les contours des principales mesures sociales annoncées hier soir par le chef de l'État. D'ailleurs, le Sénat donne son feu vert à l'accélération de la hausse de la prime d'activité, qui doit permettre les 100 € de plus pour les salariés au SMIC. 54% des Français souhaitent la poursuite du mouvement des Gilets jaunes après l'allocution d'Emmanuel Macron, selon un sondage dévoilé aujourd'hui. Et puis, l'Arc de Triomphe va rouvrir ses portes demain. Le monument parisien est resté fermé depuis la manifestation du 1er septembre où il avait été vandalisé. Le montant total des dégradations subies par l'Arc de Triomphe se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros selon le Centre des Monuments Nationaux. Le dossier Nordal-Lelandais s'épaissit. L'ancien maître chien a reconnu devant les juges avoir agressé sexuellement 2 de ses petites cousines. Lelandais avait filmé avec son téléphone portable ses agressions à l'été 2017. Il a expliqué être sous l'emprise de la drogue et de l'alcool au moment des faits. Il est déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Smaïlis et l'assassinat du caporal Arthur Noyer. L'enquête sur les attentats de Trèbes et Carcassonne. 3 personnes ont été interpellées ce matin et placées en garde à vue. Elles sont en lien avec le djihadiste qui a tué 4 personnes, dont le gendarme Beltrame, lors des attentats de l'Aude en mars dernier. Marc Ladré de La Charrière a été condamné aujourd'hui à 8 mois de prison avec sursis pour avoir accordé un emploi fictif à Pénélope Fillon. Initialement prévu le 19 décembre prochain à 14h au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l'audience dans l'affaire Vincent Lambert est reportée à une date ultérieure selon le tribunal. Les juges administratifs devaient se prononcer sur la requête des parents de Vincent Lambert contre la décision du CHU de Reims de lancer une procédure d'arrêt des soins du Marnais dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008. Et puis l'année 2018 a été la deuxième plus chaude jamais enregistrée en Arctique depuis 1900. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb